partout, ça c'est pas bon du tout. Mais pour passer un cap, pour une période particulière, ça peut vraiment être intéressant. Et c'est, je répète, beaucoup moins cher que la toxine. Et la durée de l'effet en intramusculaire? Si c'est bien fait, l'effet est au moins aussi long que celui de la toxine. Ça dépend parce qu'il faut vraiment que ça soit bien fait au point moteur. Donc il faut que ça soit fait à un endroit où la stimulation obtient une très grosse contraction musculaire pour très peu de milliampères. Donc effectivement, il y a une petite technique, c'est vraiment profitable et avec un peu de xylo, c'est indolore. Donc moi, je suis vraiment un promoteur de cette vieille méthode qui est toujours aussi efficace. Et effectivement, il y a l'inconvénient de la fibrose, mais il ne faut pas trop en faire tout le temps. On en fait un petit peu. On en fait sur certains muscles. La fibrose ne sera pas trop gênante. Je peux parler d'un court adducteur ou d'un long chef du triceps ou d'un grand dorsal, un muscle proximal qui ne sera pas trop affecté par un peu de fibrose. Et ça marche très bien. Et la dose? Pardon? La dose? Ben, c'est simple, si on injecte au-delà de 10 cc, on commence à rendre le patient ivre, puisque l'alcool est immédiatement réabsorbé par les vénules musculaires, et donc on a une intoxication alcoolique aiguë, gratuite. Donc le patient est content. Donc il n'y a pas de dose forcément à ne pas dépasser. Par contre, la xylocaïne, oui. La xylocaïne, il faut éviter de passer 10 cc environ de xylocaïne à 2%. Mais l'alcool, il n'y a pas vraiment de dose maximale. Moi, je ne vais pas au-delà de 5 à 10 cc pour une séance d'injection. Je voulais dire une dernière chose, puisqu'on a beaucoup parlé de baclofène. Je sais que ce que j'ai dit ce matin n'a pas été manifestement bien entendu, mais bon, je continuerai à le dire. Je l'ai publié en 2002, je l'ai republié ensuite. Ça fait personnellement 14 ans que je n'ai plus posé l'indication d'une pompe à baclofène chez aucun patient. Je considère que ce traitement a des risques et des dangers autrement supérieurs aux bénéfices qu'il peut apporter, même pour des patients lourds, même pour des tétraplégiques en lit ou des paraplégiques en fauteuil. Et je considère qu'avec les techniques extraordinaires qu'on a, avec l'alcool intramusculaire, les neurectomies, les méthodes d'étirement, la toxine botulique, je crois que vraiment, on n'a pas besoin de soumettre nos patients à des déformations corporelles, des risques de déhiscence, d'infection, de coma pendant le week-end, d'état épileptique avec arrêt cardiaque, et de surinfection et de dépression avec suicide. J'ai tout vu, j'ai eu 3 morts personnellement, et vraiment je trouve que c'est une très bonne idée pour la CNAM tunisienne d'être un peu réticent à vous rembourser les Medtronic et les pompes. Voilà, c'est mon opinion personnelle, je ne fais que la répéter, mais qui veuille l'entendre, voilà. De la toxine botulique dans les traitements de la spasticité. Bonjour tout le monde, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter la place de la toxine botulique dans la prise en charge de la spasticité. Donc, je ne vais pas parler de l'historique de la toxine, c'est juste pour dire que on a commencé à utiliser la toxine botulique depuis 1989 pour le traitement, pour la prise en charge de la spasticité. Et c'était essentiellement pour la prise en charge du pied varicéquin et de la prise en charge de la main spastique. Donc vous êtes donc des experts de l'utilisation de la toxine botulique, vous médecins physiques. Je vais vous expliquer le mode d'action de cette toxine. Donc la toxine botulique, c'est la neurotoxine la plus puissante, elle agit au niveau de la jonction neuromusculaire. L'effet, ça commence à partir de la première semaine et ça peut se prolonger dans le temps jusqu'au 6e mois. Sur le marché tunisien, on a 2 toxines qui ont la même équivalence. Nous, dans le service, on utilise plutôt le Dysport, donc c'est juste une habitude du service. L'AMM en Tunisie, on l'a pour le pied varicéquin chez l'enfant et la prise en charge de la spasticité au niveau du membre supérieur dans les suites d'un accident vasculaire cérébral. Donc, quand la prise en charge de la spasticité, c'est plusieurs éléments, comme l'a dit le David tout à l'heure, à la fois, donc c'est le traitement médicamenteux, comme traitement général, c'est le traitement chirurgical, et du moment quand on pense à un traitement local, multifocal de la spasticité, un traitement réversible, la toxine botulique, elle constitue un traitement moyen de choix, un traitement de choix pour la prise en charge de ce type de spasticité. Alors, quelles sont les indications de cette toxine? Au niveau du membre supérieur, c'est essentiellement la prise en charge de la main spastique et le flexeur du cou. Et au niveau du membre inférieur, c'est la griffe des orteils, c'est la stiffnidée, c'est la raideur au niveau du genou par hypertonie du quadriceps et la déformation la plus fréquente chez le pied varicéquin. Donc je vais me concentrer dans ma présentation sur la prise en charge de la spasticité du membre supérieur chez l'adulte hémiplégique et des troubles de la marche de l'enfant ayant une paralysie cérébrale, tout en parlant de la spasticité du
membre inférieur de l'adulte et du membre supérieur de l'enfant, puisque c'est la population, ce sont les patients qu'on voit le plus et qu'on discute le plus au sein de notre staff multidisciplinaire de spasticité, au sein de notre CHU. Donc l'injection de toxine botulique, il y a plusieurs moyens pour injecter cette toxine, donc par un contrôle électromyographique, en utilisation d'un contrôle échographique, ou bien par contrôle d'électrostimulation, et c'est la méthode la plus utilisée, et c'est la méthode qu'on utilise dans notre service. Donc on laisse un électrostimulateur, une aiguille spéciale qui sert pour la stimulation et pour l'injection à la fois. Donc je vais commencer mon topo, donc je vais commencer par la prise en charge de la spasticité du membre supérieur chez l'hémiplégique adulte. Quand on parle de la prise en charge spasticité de l'hémiplégique adulte, il n'y a pas que la toxine. La toxine, c'est un traitement très important, c'est un traitement incontournable, mais aussi il y a l'alcool qui n'a été jamais utilisé presque dans notre pratique. Il y a les neurotomies qu'on commence à faire de plus en plus dans notre pratique quotidienne. Il y a la chirurgie orthopédique et bien sûr la rééducation, elle accompagne toujours tous ces moyens thérapeutiques. Avant d'aborder un traitement, Dr. Labib l'a bien dit, il faut toujours faire un bilan, il faut bien connaître le malade, il faut bien connaître sa maladie. Et j'insiste bien sur l'intérêt d'un examen clinique minutieux pour tester la spasticité, la force musculaire des agonistes-antagonistes, la mobilité articulaire, est-ce qu'il y a des troubles associés. Et cet examen clinique nous permet d'établir un contrat avec le patient. Donc on va lui faire un traitement qui coûte très cher. Donc il faut expliquer au patient qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat pour qu'il ne se fixe pas des souhaits qui sont supérieurs aux objectifs et avoir une déception à la fin. Donc c'est très important d'établir un contrat avec le patient. L'examen clinique nous aide énormément. Et il y a une question très importante au sein de cet examen clinique à laquelle il faut répondre. Avant d'aborder un traitement par toxine au niveau du membre supérieur, est-ce qu'on est face à un membre supérieur qui est potentiellement fonctionnel? Cette fonctionnalité au niveau du membre supérieur, c'est compliqué, c'est pas uniquement la spasticité, mais c'est plusieurs éléments à la fois. C'est la force musculaire au niveau du membre supérieur, la commande volontaire, c'est la présence ou pas d'une négligence, c'est la présence de troubles sensitifs associés, la présence d'un syndrome cérébelleux. Donc vous voyez que c'est compliqué cette fonctionnalité au niveau du membre supérieur, c'est très compliqué et il faut la rechercher par un examen clinique. On s'est beaucoup aidé dans notre expérience de la réalisation de blocs diagnostiques, aussi bien au niveau du membre supérieur qu'au niveau du membre inférieur. Donc le principe de ces blocs, on a déjà évoqué, c'est une injection par la même aiguille avec laquelle on injecte la toxine, de l'axylocaïne au niveau du nerf, pour lever la spasticité, et on va répondre après le bloc à un tas de questions pour savoir quels sont les muscles spastiques qui sont incriminés dans la spasticité, tester la force musculaire des agonistes et des antagonistes, et savoir, une notion très importante, est-ce que notre patient il est encore spastique ou il est déjà rétracté. Donc l'examen clinique et la réalisation du bloc, ils nous permettent de se fixer un objectif thérapeutique. Cet objectif thérapeutique, si on est face à un membre supérieur qui est potentiellement fonctionnel, notre objectif va être fonctionnel, ce qui n'est pas toujours évident pour améliorer cette fonctionnalité au niveau du membre supérieur, puisqu'on a vu que ça dépend de plusieurs facteurs à la fois. Si on est face à un membre supérieur qui est potentiellement non fonctionnel, notre objectif va être uniquement d'ordre esthétique et ou hygiénique. Donc, quelles sont les indications thérapeutiques de la toxine botulique? En 1, ce sont les soins du nursing et d'hygiène. En 2, c'est l'amélioration fonctionnelle et de l'appréhension. Dans un but esthétique et l'amélioration des phénomènes douloureux. Là, c'est une patiente hémiplégique qui a une spasticité très importante au niveau du membre, sur les fléchisseurs du poignet, sur les fléchisseurs des doigts avec une ouverture des doigts qui est très difficile, des phénomènes de macération, une odeur fétide, avec des douleurs. Donc vous voyez que la patiente est très agile. Elle a été injectée sur les fléchisseurs du poignet, les fléchisseurs des superficiels des doigts. Et on a revu, donc la patiente a été revue au 3e mois, et on constate une amélioration de l'ouverture de la main. Et la famille, elle réalise de façon plus aisée les soins d'hygiène de cette patiente, et elle est beaucoup moins agile. Un deuxième cas, donc là, un patient qui a été injecté au niveau des muscles extrinsèques, il avait une main complètement fermée. On a réussi à ouvrir les doigts, mais le patient, il a gardé ce phénomène de macération au niveau de la paume de la main, du fait d'un problème qui se passe au niveau des intrinsèques de la main. Donc, il a poursuivi avec assiduité des séances d'ergothérapie, avec une orthèse donc, de posture. Donc, on a pu améliorer un peu ces phénomènes de macération, mais ça revient rapidement. Donc, l'ouverture des doigts, ça a été possible avec l'oxytocine.
mais avec la disparition momentanée des phénomènes de macération, mais il garde toujours cet aspect de main intrinsèque plus du fait d'un problème qui se passe au niveau des intrinsèques. Donc on a réalisé un bloc sélectif au niveau du nerf ulnaire, au niveau du canal de Guigan, pour savoir donc est-ce que le patient est spastique ou bien rétracté. Et ben voici le résultat après le bloc. Le patient il garde toujours cet aspect en main intrinsèque plus. Donc c'est un patient qui est rétracté sur les intrinsèques, qui va être programmé pour une neurotomie du médian et pour un geste musculaire sur les intrinsèques du fait de cette rétraction. Un autre exemple sur les soins de nursing et d'hygiène, une patiente qui a un flessum du coude, une main qui est complètement fermée. Une semaine après injection de toxine, donc on a pu étendre le coude. Et un mois après l'injection de toxine, donc une ouverture de la main qui est possible avec une réalisation des soins d'hygiène de façon plus aisée chez cette patiente. Donc l'amélioration fonctionnelle, c'est pas toujours évident. Là, c'est un patient, donc le deuxième objectif, c'est l'amélioration fonctionnelle. C'est un patient hémiplégique suite à un accident, suite à un traumatisme crânien, qui travaille comme épicier, qui avait une spasticité très importante sur le grand pectoral, sur les fléchisseurs du coude et des doigts. Il a été injecté au niveau du grand pectoral, au niveau du biceps, des fléchisseurs du poignet et des doigts, et vous voyez le résultat. Donc au niveau d'une amélioration spectaculaire de la mobilité au niveau de l'épaule, et une amélioration fonctionnelle très importante. Il est très content du fait qu'il puisse réaliser de façon aisée sa progression. Et c'est un patient qui a été injecté une seule fois et il garde le même résultat après 4 ans d'évolution. Là, un autre exemple d'amélioration fonctionnelle, un très jeune, donc hémiplégique, dans les suites d'un traumatisme crânien aussi, qui a un problème donc de pince pouce-index du fait d'une spasticité sur le fléchisseur propre de l'index et l'enfléchisseur du pouce, avec une préhension qui est perturbée. Il a été injecté sur l'enfléchisseur du pouce et le fléchisseur superficiel des doigts, et on constate une ouverture de la première commissure qui est plus importante, et c'est un patient qui poursuit ses séances d'ergothérapie et pour potentialiser cette amélioration fonctionnelle chez ce patient. Donc cette amélioration fonctionnelle, là j'ouvre une parenthèse pour parler que ce qu'on a constaté dans notre expérience, c'est que cette amélioration fonctionnelle est plus marquée chez les enfants. Donc on a commencé récemment à parler de l'utilité de la toxine botulique chez les enfants au niveau du membre supérieur. Donc c'est récent. On n'a pas encore l'AMM chez les enfants en Tunisie. Et là, je vous montre le cas d'un enfant âgé de 5 ans qui a une spasticité sur les fléchisseurs du poignet, qui gêne la fonction de préhension. Il a été injecté sur le fléchisseur ulnaire du carpe et radial du carpe, avec disparition de la spasticité sur le fléchisseur du poignet et une amélioration de l'extension. Donc on a pu réveiller donc, la force musculaire sur les extenseurs du poignet et une amélioration de la fonction de préhension au niveau du membre supérieur chez cet enfant. Cet enfant, il a été injecté une seule fois au niveau du membre sur les fléchisseurs du poignet, et voici le résultat 5 ans après une injection unique de toxine botulique. Ça peut être expliqué peut-être par la plasticité cérébrale importante chez ces enfants. Donc un deuxième cas d'amélioration fonctionnelle, c'est un enfant qui est gêné dans la fonction de préhension par une spasticité sur le fléchisseur des doigts, une spasticité sur le fléchisseur du pouce, avec une préhension qui est perturbée, une spasticité sur le fléchisseur du poignet qui gêne la fonction du préhension. Après injection, une amélioration de l'ouverture de la première commissure, une amélioration de l'extension du poignet et une amélioration donc, de la fonction chez cet enfant. Chez les enfants aussi, même si on ne dispose pas d'un capital fonctionnel très important, d'une commande volontaire qui est importante, donc l'amélioration, il est toujours donc, en associant d'autres des moyens thérapeutiques tels que la rééducation et l'ergothérapie. Donc l'amélioration, là c'est une patiente qui n'a pas assez de force, donc elle a l'impression qu'elle n'a pas assez de force sur les extenseurs du poignet et sur le fléchisseur du doigt. Elle a un pouce qui est dans la bosse du fait d'une spasticité de l'adducteur du pouce. Et elle a été injectée sur les fléchisseurs du poignet, une injection au niveau de l'adducteur du pouce qui est un muscle très intéressant à injecter pour l'ouverture de la première commissure chez les enfants. Et on constate, donc 1 mois après l'injection de toxine, une possibilité de prise chez cet enfant du fait, donc en levant la spasticité, on a pu dévoiler cette petite force musculaire, si on peut le dire, sur les extenseurs des doigts, sur les fléchisseurs, sur les extenseurs du poignet, avec une amélioration de la fonction de préhension, et c'est une fille qui va poursuivre ses séances d'ergothérapie. Donc le troisième objectif, c'est dans un but, la toxine elle peut être
injectée dans un but esthétique. Là, c'est une hémiplégie qui est très gênée de cette attitude en flexion au niveau du membre supérieur et elle souhaite améliorer cette attitude esthétique pour avoir une main dans la poche, pour ne pas s'en apercevoir de sa pathologie, de son hémiplégie. Injectée au niveau du biceps, donc une semaine après injection au niveau du coude, elle a cette attitude de dentelle sous-ouest. C'est une patiente qui est très disciplinée en fait, elle a été injectée à peu près une dizaine de fois. Donc, et à chaque fois qu'elle revient pour l'injection, on change de site donc, avec les éléments de l'examen clinique. Et elle poursuit avec assiduité ses séances de rééducation. Et puis, donc, voici son résultat, la 3e année après injection de toxine. Donc, en levant la spasticité sur les biceps, on a pu obtenir une certaine mobilité au niveau du coude. Donc, voyons, on est parti pour un objectif esthétique et on a pu gagner quand même sur le plan fonctionnelle et elle a pu s'en servir de son membre supérieur comme main d'appoint du fait d'une une assiduité et une régularité dans le suivi de séances de rééducation. Dans la littérature, donc, on a beaucoup parlé de l'effet bénéfique de la toxine dans la prise en charge de la spasticité avec une amélioration de la spasticité selon l'échelle d'Ashworth de 1 point, avec un recul de 12 à 16 semaines avec un effet dose dépendant. La majorité des études pour l'effet sur la force, ils parlent d'une amélioration de la force musculaire des antagonistes, des extenseurs du poignet en toxinant les fléchisseurs, de l'extension du coude en toxinant le biceps. Et sur la mobilité aussi, une amélioration de mobilité active et passive chez ces patients, avec un effet, l'effet sur la douleur, il est controversé, donc les équipes y disent oui, d'autres non, et selon notre expérience, l'effet peut être bénéfique sur la douleur. L'effet sur la fonction, l'amélioration fonctionnelle, ce n'est pas toujours évident, puisque ça dépend de plusieurs facteurs à la fois, donc de plusieurs éléments. Quant à la prise en charge du membre inférieur spastique, donc je ne vais pas m'attarder, puisque le professeur Jacques va en parler. Donc, je vous ai mis juste cet arbre décisionnel pour dire qu'on s'est beaucoup aidé dans la prise en charge de la plasticité de l'adulte hémiplégique et diplégique, la réalisation de blocs diagnostiques au niveau du membre inférieur. Et selon le résultat de ce bloc, on peut donc ajuster notre attitude thérapeutique ultérieure. Donc, en cas de après réalisation de bloc au niveau du creux poplité total ou sélectif, si on a obtenu une correction de l'équin du pied vers du séquin à la phase d'appui, c'est un patient qui est spastique et peut bénéficier d'un traitement par toxine ou bien par neurotomie. Là, je vous ai mis le cas d'un patient hémiplégique qui attaque par l'avant-pied du fait d'une spasticité ou bien une rétraction sur le triceps sural. Donc, on a réalisé un bloc sélectif au niveau du nerf solaire et après bloc, le patient il a obtenu un appui plantigrade. Donc, il s'agit d'un patient qui a une spasticité sur le triceps sural et voici le résultat après injection de toxine. Donc un appui plantigrade avec une amélioration de la stabilité, une amélioration du schéma de marche. C'est un patient qui va être programmé pour une neurotomie sélective du nerf solaire. En l'absence de correction du verbus séquin à la phase d'appui, donc il s'agit d'un patient qui est réfracté, il va bénéficier d'un allongement, d'une chirurgie d'allongement tendineux. Là, je vous ai mis le cas d'un diplégique, un enfant qui a une diplégie, l'atteinte plus marquée du côté droit. Il attaque par l'avant-pied des deux côtés, mais surtout un équin plus marqué du côté droit. On a réalisé un bloc total au niveau du gros poplité et on constate une amélioration de l'appui plantigrade du côté gauche tout en gardant un équin. Donc le patient il est rétracté sur le tendon d'Achille. Après prise en charge, il a bénéficié d'un allongement du tendon d'Achille avec une toxine du triceps sural du côté gauche et voici son schéma de marche après prise en charge. La toxine botulique au niveau du membre inférieur, ce n'est pas uniquement le pied séquin, cette toxine peut être utilisée sur les adducteurs, sur les ischio-jambiers. Et là, c'est un enfant. Je vous ai mis le cas d'un enfant qui a un croisement très important des membres inférieurs du fait d'une spasticité sur les adducteurs, qui gêne, donc qui entraîne des chutes fréquentes. Et là, maintenant, elle est très gênée du fait de ces chutes fréquentes et de ce traumatisme chez son enfant. Et voici le résultat, un mois après l'injection de toxine, une diminution très importante du croisement des membres inférieurs dans la marche et une diminution très importante de la fréquence des chutes. S'il y a un élément sur lequel je peux insister, c'est l'intérêt de la toxine botulique chez l'enfant ayant une paralysie cérébrale. Donc cette toxine botulique, donc sincèrement, on a pu améliorer notre vision à ces troubles de la marche chez l'enfant ayant une paralysie cérébrale avec l'utilisation des nouvelles classifications des schémas de marche de Roda et Graham de 2001 chez l'hémiplégique et chez l'hémiplégique. Et on a pu donc améliorer notre vision à ces enfants, à la prise en charge de ces enfants ayant des troubles de la marche, ayant une paralysie cérébrale.
La toxine botulique chez l'enfant, elle doit être utilisée précocement, dès l'âge de 2 ans. À l'âge de 5-6 ans, l'enfant commence à avoir des rétractions, on peut associer des plâtres. Et vers l'âge de 9 à 10 ans, c'est l'âge de la chirurgie chez ces enfants. Donc, deux notions très importantes chez l'enfant, c'est qu'une maturation donc, très rapide entre 1 et 7 ans, d'une part, et d'autre part, la maturation ou la croissance du schéma de marche est déterminée que vers l'âge de 6 à 7 ans. C'est pour ça qu'on a besoin d'un traitement qui est réversible dans le temps, un traitement d'une spasticité localisée qui est durable, et ce qui fait que la toxine constitue un traitement de choix dans la prise en charge de ces troubles de la marche chez l'enfant ayant une paralysie cérébrale. Cette toxine nous permet une correction de ces problèmes dans le plan sagittal. On va obtenir un réalignement sagittal avec en insistant au début sur la correction de l'équin qui constitue un facteur de stabilité très important dans la correction des schémas de marche. Et puis, quand il y a un problème sous-jacent à cet équin, il ne faut pas le négliger parce que ça peut constituer un facteur d'échec du traitement chez les enfants. Et le plus souvent, il y a un problème au niveau du genou et au niveau de la hanche associé à cet équin au niveau du pied. En plus de ces problèmes dans le plan sagittal, il ne faut pas négliger les problèmes dans le plan horizontal et dans le plan frontal, et que les troubles rotationnels, un problème d'inégalité de longueur des membres inférieurs, qui doivent être pris en considération. Là, c'est un enfant diplégique qui attaque par l'avant-pied, qui a une attaque plus marquée du côté droit, avec un écart plus marqué à droite, et des troubles rotationnels associés. Il a été injecté au niveau du triceps sural, donc un flacon de Lisport qui a été partagé sur les 2 membres inférieurs, et vous voyez qu'on a obtenu un appui plantigrade avec une correction minime quand même des troubles rotationnels associés après une injection du triceps sural. La toxine botulique, donc chez les enfants, elle doit être injectée après un bilan précis, bien sûr. Ça doit être associé à la toxine et à la rééducation et à un appareillage adéquat. Et ce sont des injections qui doivent être réalisées en multisite, et plusieurs groupes musculaires peuvent être injectés au niveau du membre inférieur. Les muscles les plus injectés, c'est les gastrocnémiens, les soléaires et les ischio-jambiers. Il faut toujours établir un ordre de priorité en fonction de l'incidence de cette spasticité sur le plan fonctionnel. On doit tenir compte du gain résiduel chez les enfants, et lors des injections ultérieures, on va diminuer les doses sur les sites qui ont été déjà injectés pour les reporter sur le site. Cette toxine est très bénéfique pour améliorer la souplesse musculaire chez les enfants. Ce sont des enfants qui sont en croissance, l'os croît, alors que le muscle est gêné par cette spasticité, et cette toxine, elle a montré son efficacité sur l'augmentation de la contractilité à terme chez les enfants. Et là, une étude récente par Molenaars en 2007 qui a comparé deux groupes, et ils ont trouvé une amélioration plus importante dans le groupe qui bénéficie d'une association de l'utilisation de toxines sur la stabilité fonctionnelle et l'amélioration de l'état neuro-orthopédique. Cette toxine, elle permet de retarder la chirurgie et de diminuer la chirurgie à un âge qui est jeune. Et s'il y aura nécessité d'intervenir à un âge avancé, ça sera un geste chirurgical à minimum. Cette toxine, donc, il faut toujours, avant d'aborder un traitement par toxine chez les enfants, établir des objectifs qui sont clairs. Il faut un bon timing, précocement, avant l'âge de 7 ans. Et il faut une stratégie multisite. Il faut que ce soit des injections qui sont réalisées de façon continue, associées à l'appareillage et à la rééducation. Là, c'est un enfant hémiplégique qui attaque par la hémiplégie de gauche, qui attaque par l'avant-pied, il marche complètement instable, qui a été injecté sur le triceps sural. Et vous voyez, après injection du triceps sural, 1 mois après l'injection, un appui plantigrade, tout en dévoilant un léger déficit sur les releveurs, et elle a bénéficié de son traitement orthétique associé. Là, c'est un cas de diplégique, un enfant diplégique qui attaque par l'avant-pied et qui a une marche qui est instable, qui est difficile du fait de cet équin des 2 côtés. Elle a été injectée sur les 2 triceps suraux, et voici donc le résultat à 1 mois après l'injection de toxine. L'enfant, elle a une marche autonome, elle a une marche beaucoup plus stable avec un appui plantigrade, donc une amélioration spectaculaire de son schéma de marche. Donc pour conclure, la toxine botulique, elle réduit la spasticité, elle améliore les soins d'hygiène chez les hémiplégiques. Il faut toujours penser à établir un contrat clair et personnalisé avec les patients. L'amélioration fonctionnelle, c'est la chose la plus difficile. C'est un traitement qui doit être toujours associé évidemment à la rééducation. C'est un traitement qui est sûr, mais qui est coûteux. Ici en Tunisie comme ailleurs, ça reste toujours un traitement très cher.
Et j'insiste sur l'intérêt de cette injection de toxines chez les enfants ayant une paralysie cérébrale qui sont en croissance, qui peuvent bénéficier de ces injections de toxines. Je vous remercie pour votre attention. Malade qui présente une spasticité et l'intérêt du staff multidisciplinaire dans la prise en charge de la décision et l'intérêt des injections donc, motoriques pour le traitement de ces patients spastiques. Donc j'avais parlé aussi de l'enfant, donc dans notre pratique on prend plus d'enfants et c'est toujours après une décision donc entre concertation entre médecin physique et chirurgien en tant que chirurgien pour faire un geste, soit d'allongement, soit surtout des allongements donc tendineux, c'est toujours après une concertation. Mais bon, j'ai cru que vous alliez parler mais sincèrement dans notre service, on n'a pas beaucoup d'expérience dans les hémiplégies cérébrale, donc comme le thème, est-ce qu'à l'hôpital de Sfax, l'équipe d'orthopédie prenne en charge surtout le pied spastique chez les AVC, donc les spastiques après accident vasculaire cérébral. On va présenter notre expérience tout à l'heure. Et pour l'équipe de donc, on collabore donc, au sein de notre stade multidisciplinaire avec les orthopédistes. Et on avait un problème juste pour la réalisation des gestes de neurotomie au début, avec les orthos, c'était pas toujours évident. Et on a commencé à réaliser surtout la chirurgie de transfert tendineux, l'intervention de Bardot chez les hémiplégiques, c'était essentiellement ça. Pour les enfants, on pratiquait auparavant la découverte de la toxine, on pratiquait beaucoup d'allongements tendineux et de larmes de jumeaux et chez les enfants. Mais ce qu'on a constaté, c'est vrai qu'on n'a pas d'études scientifiques valides, mais à ce qu'on a constaté, c'est avec une chirurgie précoce, les récidives, ils sont très fréquentes avec ces gestes de neurotomie et de lames jumeaux et d'allongement tendineux chez les enfants. Et moi, donc la remarque que je veux faire chez les enfants, on a constaté que l'amélioration avec la toxine, c'était sur la souplesse musculaire et l'extensibilité musculaire, c'est spectaculaire. Et même si l'enfant bénéficie d'un allongement du tendon d'Achille, une toxine reste toujours nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de geste tendineux sur la musculaire qui permet d'améliorer cet enfant qui est en croissance, lorsqu'il croît, le muscle bat. Et avec la spasticité, il n'y a aucun geste chirurgical qui peut garantir un allongement de la fibre musculaire. Et la toxine, ça peut être d'un apport considérable quant à l'amélioration de cette souplesse musculaire avec la croissance de ces enfants, en accompagnant ces enfants au cours de la maturation de leur schéma de marche. Moi, je voulais d'abord vous féliciter. J'ai trouvé que la présentation était très très bien et bravo pour les vidéos et l'effort que vous avez fait de garder les vidéos, de les montrer à distance. Je sais par expérience que c'est beaucoup de travail et je vous félicite. Une petite chose à propos donc de la toxine, oui, j'irai même un peu plus loin que vous. Il y a une équipe pionnière de la toxine chez l'enfant parétique infantile, qui est l'équipe de Graham, qui était à Dublin, ensuite qui est allé à Melbourne. Cosgrove, de son équipe, avait publié même des allongements musculaires post-toxine, c'est-à-dire que la toxine chez l'enfant, ce qu'elle n'a pas chez l'adulte, a la propriété de rendre le muscle plus long, pas tout simplement parce qu'il est plus étirable et donc il s'allonge mieux à chaque pas en fait. Donc, ce qu'on a constaté vraiment, c'est l'effet de la toxine. Au début, on s'est dit que c'est un traitement qui est cher, qui coûte beaucoup très cher, l'alcool peut-être une raison du problème, mais les effets sur chez ces enfants. Par la prise en charge du pied spastique de l'hémiplégique. Avant de commencer mon topo, je voudrais donc encore insister sur les deux éléments, que la prise en charge de l'hémiplégique doit être globale, multidisciplinaire. Deuxième élément, donc je peux assurer que l'hémiplégique, pour moi, nous,
c'est une maladie générale, une somme de maladies locales, comme exemple de la polyarthrite rhumatoïde. Maladie générale, donc, du fait qu'il faut utiliser des facteurs de risque, des facteurs pathogéniques, une maladie somme de maladies locales qui va toucher l'épaule, le poignet, le genou, le pied. Pour revenir au pied, cette prise en charge donc, du pied spastique et hémiplégique, l'objectif donc c'est d'avoir donc répondre quel type de pied, parce que le dysfonctionnement donc, du pied hémiplégique peut être donc ballon, peut être donc spastique, peut avoir des orteils qui va donc perturber la marche. L'objectif donc final, c'est donc la récupération d'une marche stable, esthétique, performante et harmonieuse. Cette spasticité, c'est le seul élément donc susceptible donc et qui peut donc répondre à un traitement. Il peut avoir donc beaucoup de conséquences. Des conséquences au niveau du membre supérieur, du digésseur, au niveau du membre inférieur, donc du muscle extenseur, où donc ce pied spastique, c'est pour charger à la marche. Cette spasticité, donc, c'est responsable d'un déséquilibre musculaire qui va perturber donc aussi bien donc, la poumon et qui va donner donc des perturbations articulaires avec une diminution de la mobilité articulaire, avec des anomalies postérales qui vont aboutir à des déformations de ces faces articulaires. D'où donc l'intérêt de cette prise en charge du pied spastique qu'il fallait passer par une évaluation clinique et instrumentale. Je ne vais pas en retarder, ça a été donc dit. Évaluer donc le retentissement réel de cette spasticité, mesurer cette spasticité, donc notamment les symptômes de spasticité par différentes échelles, et ses conséquences sur la mobilité articulaire, sur donc, la douleur, sur la gêne minocénique, sur la gêne au mouvement. D'où cette analyse donc, méthodique, programmée, clinique et instrumentale, avec différents paramètres. Pour répondre finalement à l'objectif, faut-il donc traiter ce pied spastique responsable de cette anomalie de la marche. Donc, ceci passe par l'examen clinique programmé, par l'interrogatoire, par l'examen d'un sujet donc marchand, les signes de marche, par l'examen podologique, l'examen de la chaussure, l'examen des membres inférieurs et hémiplégiques, et puis donc l'évaluation de la performance de la marche. Voilà donc ces différentes évaluations cliniques donc, ont été donc, bien dites par donc, les auteurs précédents, les conséquences fonctionnelles de la marche, l'évaluation de l'examen podologique pour voir donc s'il y a un conflit pied-chaussure, évaluer donc la statique de la banquette arrière-pied, évaluer donc la chaussure elle-même, évaluer donc le membre inférieur hémiplégique, voir donc quelle est donc la spasticité, la rétraction, la récupération analytique cinétique du membre inférieur, et puis terminer par l'évaluation de la performance de la marche par la vitesse, la cadence, les différentes échelles d'évaluation. La prise en charge. La prise en charge, donc, ce pied spastique chez l'hémiplégique doit répondre à trois questions qui ont été dites, donc, notamment la première, est-ce qu'il est gênant ou non? Et en quoi consiste cette gêne? Puis, par la suite, elle est localisée ou généralisée pour répondre, donc, et pour proposer donc, le choix thérapeutique. Le pied spastique, donc, essentiellement, donc, l'objectif de ce traitement, c'est donc de répondre à trois éléments. Prévenir, donc, surtout les dégradations de fonctions, améliorer la fonction elle-même qui est la marche, dans ce cas-là, et améliorer donc l'apparence de ce sujet hémiplégique. La prise en charge, donc, elle repose sur différents moyens qui ont été donc parfaitement élucidés et donc traités la partie pharmacologique avec ces différents médicaments, la kinésithérapie avec ces nouveaux concepts de plasticité cérébrale, l'appareillage dont donc une conférence fera l'objet dans la quatrième partie de cette journée, et puis je vais m'attarder un peu donc, sur le traitement local ce qui est spastique, avec ses différents moyens, la toxine botulique en premier lieu, le bloc nerveux, la neurochirurgie fonctionnelle, et puis la chirurgie orthopédique. Donc, ce traitement médical, donc, je vais en passer, donc le tableau fait, les médicaments, la kinésithérapie avec les techniques de base, avec les techniques neuromusculaires et avec le nouveau concept de plasticité cérébrale. Les différents moyens, donc, la physiothérapie, la théothérapie. Pour dire, donc, finalement, que tous ces éléments, cette kinésithérapie va permettre principalement de valider l'intérêt de la prévention de complications orthopédiques. Ce sont donc les méthodes classiques qui vont permettre un meilleur contrôle de la spasticité et surtout, il faut savoir que l'efficacité sur la spasticité de ces différents moyens n'est pas aussi clairement démontrée comparée à l'utilisation d'un autre outil spastique.
L'appareillage, donc, je peux en tarder, donc il y a plusieurs types. Les chaussures, c'est une mesure de l'effigie. Les orthèses plantaires, les orthèses relevant du pied, prémolées, qui sont donc détaillées dans la prochaine conférence. Qu'en est-il du traitement médical, du traitement local? Ce traitement local, la toxine botulique. Cette toxine botulique a été recommandée donc comme preuve scientifique établie de son efficacité de la l'éducation locale de la spasticité après injection intramusculaire. Là, ce sont des constatations de l'absence. Chez l'adulte, la plupart des résultats qui proviennent de ces études ont été donc concernant l'AVC, surtout chez l'enfant, présentant une paralysie cérébrale. L'indication est beaucoup plus symptomatique que logique. L'efficacité sur la spasticité du triceps céral. Et finalement, cette toxine botulique pourra améliorer de façon significative la qualité du déroulement du pas chez le sujet hémiplégique. Cependant, il faut respecter certaines sécurités d'emploi, notamment le repérage anatomique, notamment compris donc préconisé par l'électrostimulation. L'injection donc chez des patients sous anticoagulants possible, mais il n'est pas recommandé d'utiliser beaucoup de doses chez les patients qui présentent un anticoagulant à dose efficace. Cette toxine botulique, donc recommandé de varier le résultat d'injection avec les patients 3 à 6 semaines après. Inefficacité du traitement en cause, doit faire remettre en cause l'indication de la toxine botulique locale ou bien la clinique elle-même. Donc l'étude qui a été faite en 2001 comprend le traitement de la toxine botulique dans le pivot varicoquin. Donc l'objectif d'avoir l'efficacité sur le paramètre de marche. Il s'agit d'une étude multicentrique, randomisée, ayant donc 23 patients traités par toxine, 26 par placebo. La conclusion était qu'aucun paramètre qualitatif, quantitatif de marche, est considéré comme élément en faveur du premier groupe et du deuxième groupe. Ceci tandis que donc, cependant, la satisfaction ressentie par les patients peut être considérée comme élément subjectif. Deuxième moyen, le bloc. Le bloc nerveux, donc avec un bloc anesthésique ou bien un bloc par le phénol, réalisant donc la neurolyse chimique. L'injection doit être faite après le repérage, dans différentes positions. Le mécanisme d'action, donc, il s'agit donc dans la neurolyse chimique, surtout la destruction des structures nerveuses au contact desquelles elles sont appliquées. Donc, destruction des fibres gamma, réduction de la réponse réflexe à l'étirement, et éventuellement, ça permet de prolonger l'efficacité pour une durée de 3 à 6 mois. La neurolyse chimique, il faut respecter donc les indications, les contre-indications, notamment donc une compte des effets secondaires. Et au niveau des pieds, le troisième volet, donc la neurochirurgie fonctionnelle, surtout donc les neurotomies sélectives. Au niveau des pieds, cette neurochirurgie fonctionnelle va reposer sur 2 principes. Diminuer l'activité réflexe, spastique, restaurer une commande déficiente de l'œuvre du pied. D'où l'indication de cette neurotomie sélective, notamment du nerf tibial postérieur, elle ne sera proposée qu'après avoir épuisé les autres moyens, au dernier recours. Donc cette neurotomie sélective consiste donc à sectionner de façon partielle une ou plusieurs collatérales motrices du nerf qui va du muscle responsable de la spasticité, et que tous les auteurs s'accordent pour reconnaître qu'elle doit comporter au moins la section de 3/4 de la collatérale pour être efficace. Comment peut-on poser donc l'indication de cette neurotomie sélective? S'il s'agit d'un trouble spastique focal, donc les tests au préalable, donc ce test anesthésique va donc guider donc ce geste de neurotomie, selon donc c'est un bloc moteur qui permet de donner aux patients une idée du résultat simulé du geste chirurgical. En pratique, après donc cette neurotomie, on vise que la flexion dorsale passive du genou, la flexion passive donc de la cheville, le genou donc étant tendu, doit être supérieur au grade azotarique. Le résultat, aucune mobilisation n'est nécessaire, le patient peut être mobilisé son mort le soir même de l'intervention. Le résultat qui est relativement stable à long terme, à condition que ce geste de neurotomie sélective
doit être donc poursuivi d'un programme d'auto-prédication, d'auto-étirement, d'auto-entraînement. Ce geste fait disparaître donc l'écart spastique du pied et permet d'améliorer la vitesse de la marche spontanée. Dernier volet donc, du traitement du pied spastique, la chirurgie orthopédique, proposée dans 3 circonstances. Plus rarement, pour venir à bout donc, du trouble orthopédique constaté sur le pied spastique hémiplégique. Le plus souvent, c'est pour corriger un trouble du schéma des marches avec un pied en variation et parfois pour inhiber des artères. L'objectif et la stratégie de ce traitement chirurgical orthopédique diffèrent dans tous les cas. De toute façon, ce traitement donc, de la chirurgie orthopédique sera justifié d'un patient actif et fonctionnellement exigeant avec un état neurologique stable. Il peut être associé donc à un allongement du tendon d'Achille, corrigeant le quinte dans ce cas-là, et éventuellement à une vagisation du jambier antérieur pour corriger les varices de la rébus. Et que les principaux échecs de ce traitement, c'est l'hypercorrection et la déception du malade. L'objectif donc de ce traitement, c'est l'abandon de l'orthèse ou de la chaussure orthopédique, d'accroître la vitesse de marche, d'obtenir une meilleure symétrie dans le déroulement du pas et d'accroître le périmètre de marche de façon hémiplégique. Ce traitement soit d'allongement qui permet donc de viser, de corriger donc la rétraction du tendon d'Achille, soit un geste donc de vagisation du jambier antérieur. L'objectif donc c'est la contraction persistante du jambier antérieur lors de la phase de temps portant de la marche. Pour terminer donc de cette multiple prise en charge des spastiques, il faut donc traiter la spasticité ne peut être envisagée qu'après avoir fait une analyse clinique rigoureuse pour déterminer donc l'importance, les conséquences et la répartition de la spasticité. Que seule l'analyse la plus fine possible de son retentissement dans tous les aspects fonctionnels permet de décider de l'opportunité d'un traitement et de fixer des objectifs raisonnables tenant compte de la fonction, du confort, de l'hygiène et de la douleur. Que les médecins spécialistes en MPR sont au cœur de cette prise en charge, en collaboration bien entendu toujours avec nos amis neurochirurgiens, neurologues, chirurgiens orthopédistes, kinésithérapeutes et maîtres appareils. Je vous remercie. Dans la salle ou des remarques, et en attendant qu'une main se lève, je voulais juste vous demander quand même, dans notre environnement, il y a quand même la place à un autre geste chirurgical peut-être, c'est l'arthrodèse. Dans certains cas, malheureusement, on se trouve dans des cas encore tellement déplacés, tellement évolués que ça peut, dans certains cas, améliorer et libérer les personnes de l'appareillage. Donc, je me suis limité dans le traitement chirurgical des parties noires. Voilà, oui, tout à fait. Donc, oui, M. Garcia, bien sûr. Recommandation, il y avait celle des anticoagulants. En fait, 100% des études de recherche clinique sur la toxine botulique depuis 15 ans ont toujours admis les anticoagulants. Donc il y a une erreur, je sais à quoi elle est due, c'est pas très grave, mais en fait on injecte tout à fait la toxine chez un